Nous, dans l'organisation de produits, c'est aussi un leitmotiv, c'est la relation de confiance. Si on veut une relation de confiance sur nos produits, en particulier si on a de l'IA, il faut absolument avoir des garde-fous, pas être dans le syndrome de la boîte noire et pouvoir donner de l'assurance à nos clients sur le fait qu'ils peuvent vraiment pleinement exploiter ce que produit l'outil. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous, Jean-Pierre, merci d'être là dans cet épisode de Product Leader Stories. Je suis très content de t'avoir comme invité. Tu as plein de sujets à raconter, on en a déjà discuté un petit peu tous les deux ensemble. Mais avant toute chose, parce que c'est important que les gens puissent te situer et savoir qui tu es et ce que tu fais, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Bien sûr, bonjour Martin, merci de m'avoir invité. Je suis très content de pouvoir partager un peu d'expérience autour de ce qu'on fait chez LexisNexis. Alors en 2 mots, donc je suis Jean-Pierre Siro déjà, je suis le CPO de LexisNexis France. Je reviendrai tout à l'heure pourquoi je parle de France, vous comprendrez. Et c'est une équipe produit d'une 15aine de personnes à peu près. Il y a 3 grandes spécialités, Product Management, Product Design UI UX et Product Data Analyst. En quelques mots d'où je viens, globalement je viens du monde de la tech, très sur la data et le contenu. Je commençais à faire du développement, c'est assez classique j'allais dire. Puis j'ai découvert l'expérience client parce que j'ai fait pas mal d'avant-vente et ça m'a pas mal plu et j'ai eu la chance d'aller dans la gestion de projet. Et donc j'ai commencé à découvrir ce qu'était la gestion de projet, la relation client, le besoin du client. Et donc j'ai persévéré là-dedans plusieurs années, jusqu'à, dans ma boîte d'avant, prendre la direction en fait de l'entité Professional Services, donc d'avoir une expérience vraiment de management d'équipe, en fait, consultant et chef de projet au service de différents clients. J'ai rejoint LexisNexis en 2011. D'abord pour gérer toute la dimension contenu, donc la partie plutôt back-end de notre grand produit SaaS, sur toute la partie contenu et enrichissement des données, donc toujours contenu data. Et en fait j'ai eu cette opportunité assez unique finalement, mais c'est une chance je trouve inouïe, qui est de participer à la création d'un business au Moyen-Orient. Et là finalement c'est là que j'ai découvert la dimension plus produit. Et ça m'a vraiment plu. Alors on faisait pas du produit encore à l'époque, mais il y avait quand même cette volonté d'aller chercher quels étaient les besoins, comment faire des priorisations, comment faire des choix. On n'avait pas beaucoup de moyens, on était une sorte de start-up dans l'entreprise. Et finalement ça a marqué les prémices de l'organisation produit, la manière dont on a géré ça. À cette époque, on faisait encore une release par an. On faisait des choses qui étaient relativement classiques pour l'époque, que tout le monde faisait, je pense. Mais on faisait déjà des maquettages en interne, notamment moi, on produisait des outils auprès des équipes éditoriales pour qu'elles produisent du contenu. Et donc on était déjà dans cette logique de pas faire des spécifications d'une longueur infinie que personne ne va jamais lire, et de faire des maquettes, d'avoir un dialogue plus constructif, plus productif avec les utilisateurs. Et finalement, ça mêlé avec cette expérience Moyen-Orient, ça a marqué finalement cette volonté aussi d'aller vers une organisation plus produit à l'échelle de l'ensemble de nos produits. Et on m'a demandé de faire un choix, puis j'ai pas hésité très longtemps entre rester à la DTSI ou aller au produit pur. Ok, excellent. Justement, tu as commencé par ça et je trouve ça intéressant. Vous êtes une boîte qui fait beaucoup de contenu et vous avez innové dès le départ, là tu le disais, avec du contenu. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux nous expliquer un peu ce qu'est LexisNexis ? Tu disais France et justement je pense que ça va replacer dans un contexte plus international aussi. Et tu parlais de Moyen-Orient, donc preneur d'une petite fiche d'identité et dans quoi le contenu chez vous est un sujet stratégique et un sujet qui embarque la technique et qui va embarquer de l'innovation. On en parlera un petit peu plus tard. Bien sûr, mais en fait LexisNexis, déjà très simplement, on est un éditeur juridique.
Donc notre ADN premier, c'est le contenu. On est né de ça, des ouvrages, de produits vraiment print. On avait une imprimerie il n'y a pas encore si longtemps que ça. Simplement, c'est une entreprise qui a toujours voulu innover. Et elle a pris tous les virages technologiques, de plus en plus technologiques. On est une entreprise aujourd'hui technologique, j'allais dire de plein droit. Oui, par essence presque. Il y a 2000 ingénieurs aujourd'hui dans le monde. Il y a à peu près autant d'ingénieurs qu'il y a d'équipes qui produisent du contenu, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. Mais simplement, c'est aussi l'écosystème dans son ensemble qui nous a poussé vers ça. Le virage Internet, puis après le virage du web sémantique, puis le virage du big data, de l'intelligence artificielle, et maintenant ce virage qu'on a tous avec l'IA générative. Donc finalement, de plus en plus, finalement, on a eu cette double ADN, cet ADN qui s'est démultiplié. On a gardé notre ADN premier qui est le contenu, et on a rajouté une composante forte technologique, et dans l'idée d'allier le meilleur des deux mondes pour produire de la valeur client. Donc LexisNexis, c'est ça. C'est une entreprise qui est internationale, qui est sur plus de 100 pays aujourd'hui, qui appartient à un groupe qui s'appelle RELEX. Donc voilà, on est dans des organisations RELEX, c'est plus de 30 000 personnes dans le monde. Très, très grosse organisation. Une grosse organisation. LexisNexis, c'est 12 000 personnes. Ça fait, sur la solution phare, on va dire, ça fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est le leader. C'est un leader incontestable dans le monde entier sur l'espace juridique. Nous sommes un leader très fort en France sur nos marchés. On sert tous les marchés B2B des professions juridiques, donc voilà, c'est les avocats, les notaires, les juristes d'entreprise, les experts comptables, toute la profession juridique dans les organisations secteur public, et le marché académique évidemment, qui est important pour nous, puisque ce sont les usagers de demain. Voilà, donc en quelques mots, LexisNexis, c'est ça, c'est une dimension et une culture très forte autour du contenu, j'allais dire presque scientifique autour du contenu, puisqu'en fait l'excellence de LexisNexis est venue du contenu. Cette façon, cette capacité d'amener un contenu actionnable à des praticiens qui aujourd'hui se retrouvent noyés dans la formation juridique. On a certes Légifrance avec la jurisprudence, la législation qui est accessible, mais on n'a vraiment pas de moyens de pratique d'actionner par rapport à un dossier donné, de savoir un peu comment il faut s'y prendre et par quel angle il faut attaquer un sujet. Et c'est là la force de l'éditeur. Et dans tout ça, on en parlera, vous êtes en position de leader, dans ce domaine du contenu juridique, la force et l'intérêt de l'approche produit, ou de cette discipline, toi qui la portes aujourd'hui en France, quelle est-elle et peut-être quelles sont ses limites aussi en toute transparence? Alors, cette dimension produit, elle est assez nouvelle. Encore que maintenant ça fait 5 ans, mais à l'échelle, on est là depuis 1907. Hein, donc, à l'échelle du groupe, à l'échelle de LexisNexis, notamment en France, c'est assez récent. Avant, on était une DTSI classique, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un problème d'efficacité criant. C'est-à-dire qu'on faisait une release par an, ce que t'expliquais, on avait des effets tunnels incroyables. Ça sortait pas. Ça sortait pas où ça sortait, mais ça n'avait pas forcément l'impact qu'on voulait, etc. Donc on s'est remis en question, et on s'est posé la question, et encore une fois, à la lumière de ce qu'on a fait aussi avec le Moyen-Orient, qui nous a forcé finalement à être un peu plus agile et à se poser davantage de questions. Du coup, ouais. Quand on investit 20 millions par an, je veux dire, on fait une release par an, c'est pas génial, c'est pas efficace, mais c'est pas nécessairement ce qui va nous empêcher de faire le business. En tout cas, ça n'empêchait pas Lexis de faire son business. On a voulu changer d'échelle aussi. On a voulu accélérer, on a voulu être plus performant. On a eu une compétition qui s'est aussi durcie et qui nous a obligés quelque part à bouger. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Par la concurrence, c'est le marché. Et donc on s'est posé beaucoup cette question de qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse autrement. Et on s'est rendu compte que la première chose à faire, c'était de mettre davantage nos clients au cœur de nos réflexions, au cœur de nos décisions. Et en fait, en se disant ça et sans le savoir au début, on a commencé à aller dans une démarche plus produit. Ce qui est là où on s'est un peu pris les pieds dans le tapis, c'est qu'on a voulu aller très vite au début. Et puis on a voulu appliquer les concepts qu'on avait soit appris. Le by the book, tu m'avais dit. Ouais. Voilà, soit appris, soit entendu. On a été pas mal formés, etc. Et donc on avait des étoiles dans les yeux. On s'est dit c'est génial, on va mettre tout ça en place. Et en fait, ça n'a pas vraiment marché. Pourquoi ? Parce que on est parti de choses assez théoriques. Ouais.
Et on a oublié de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire chez nous, LexisNexis, ça représente quoi? Ça veut dire quoi de faire du produit? Par rapport à la situation, par rapport à l'existant. On veut aller où? Qu'est-ce qu'on veut faire différemment? Et comment on y va? C'est toujours bien de s'acculturer de méthodologie, de bonnes pratiques, etc. Moi, j'ai toujours tendance à considérer que c'est très simple de s'en inspirer. Mais attention, pour moi, il ne faut pas les appliquer tels que, il ne faut pas plaquer un framework sur une organisation existante. Ça a tendance à pas marcher du tout. On est dans une organisation très matricielle, avec des équipes qui sont déjà aussi installées. On est leader sur nos marchés, donc c'est pas non plus par hasard. Et donc on peut pas arriver avec cette démarche en disant voilà, on va mettre une organisation produit, et maintenant à partir de maintenant, on va tout changer et c'est le produit qui va décider à peu près sur tout. Ça marche pas et c'est même pas souhaitable parce qu'il y a de la connaissance, il y a des expertises dans les autres organisations, donc il faut en fait plus savoir comment s'organiser pour tirer parti de tout ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire chez LexisNexis de faire du produit? Ça veut dire déjà être beaucoup résilient, accepter que ça peut être un peu difficile, que ça va prendre beaucoup de change management, qu'il va falloir passer par pas mal d'étapes, d'explications, d'être convaincant, de faire des petites étapes, de montrer que qu'on a des intérêts gagnant-gagnant à aller dans une certaine démarche plutôt qu'une autre, de casser beaucoup les silos, avec. Quand on a mis l'organisation produit en place, ça a beaucoup frotté avec les équipes marketing, les études clients étaient souvent chez elles, ça a beaucoup frotté avec les équipes commerciales, la relation client était beaucoup chez elles, ça a beaucoup frotté avec les équipes marché parce que la stratégie était beaucoup chez elles. Donc, soit on se dit, on y va et puis tant pis. On casse tout. Voilà, on casse tout et suivra qui est bien convaincu, etc. Soit on fait en sorte de tirer parti de l'organisation actuelle, de voir où est-ce qu'on peut travailler différemment et de le faire de manière transversale. Et à la fin, qu'importe finalement où les choses se passent, tant qu'on est d'accord sur ce qu'on veut faire, la finalité, et comment on veut s'y prendre. Donc c'est plus ça la question qu'il faut qu'on a mis du temps à se rendre compte que la vraie question pour nous, c'était pas tant comment déployer en fait des concepts et des approches méthodologiques que finalement de savoir ce qu'on voulait en faire. Voilà. Donc ça nous a pris un peu de temps. Ça paraît bête aujourd'hui à dire ça, mais c'est vraiment là où l'écueil principal qu'on a encore un peu aujourd'hui sur certains espaces. Double question complexe. Pour un éditeur de solutions, donc il y a plusieurs solutions, comment on met une approche produit? Est-ce qu'elle est individuelle pour chaque solution, chaque produit? Est-ce qu'elle est globalisée? Donc un peu une approche de portefeuille ou programme là-dessus. Et en plus, comme tu l'as évoqué, vous êtes un acteur américain, vous êtes présent en France. J'imagine que, on en a beaucoup parlé, que vous avez des guidelines des États-Unis, beaucoup de choses qui sont portées par les headquarters. Comment on adapte une approche régionale ou pas versus une approche globale? Voilà, il y a deux questions dans ma question. La globalisation des produits ou l'individualisation des produits et la globalisation des marchés versus l'individualisation des marchés. J'aimerais bien avoir ton... J'ai 2 heures, hein, c'est ça. Parce que là... alors, je vais essayer d'être assez synthétique et pédagogue pour pas perdre tout le monde là-dedans, mais c'est 2 questions qui sont extrêmement intéressantes. La première, je vais être très honnête. Aujourd'hui, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir des méthodologies, des outils communs, quel que soit le produit. Donc là, on a fait des acquisitions récemment. On les fait rentrer. Donc on utilise Product Board, on utilise Azure DevOps pour gérer toute la partie, toutes les backlogs, etc. Donc on les fait rentrer dans ces outils-là. On les fait rentrer dans des principes méthodologiques qui soient communs. Mais effectivement, il y a ce risque, et aujourd'hui on n'investit pas encore assez de temps pour l'instant sur ça, on le sait, on en a conscience, de silotage un peu des produits entre eux, et d'avoir un portefeuille un peu qui soit un peu un millefeuille de produits, là où en fait ce qu'on veut nous, c'est avoir une expérience qui soit transverse, qui traverse les produits. Aujourd'hui, ce qu'on fait déjà, c'est que, alors, on a plein de produits, d'accord ? Mais si on regarde les produits majeurs dans l'entreprise,
Il y en a notamment un qui est tout ce qui tourne autour de la solution d'information juridique. Ce produit-là, on l'a partout dans le monde. Mais c'est pas forcément fait pareil, c'est pas exactement, voilà. Donc, il y a eu un programme qui s'est mis en place dans le groupe de se dire, il faut qu'on mette tout ça en commun, parce que c'est quand même un peu idiot d'aller investir en local là où d'autres ont déjà investi. Et finalement, quand on fait un moteur de recherche, peut-être qu'on peut mettre les choses en commun et avoir un effet aussi d'échelle et global, bien sûr. d'investir de manière plus rationalisée. Et puis d'avoir aussi un time to market qui soit un peu plus accéléré quand ça existe. Donc d'avoir cette espèce de produit plateforme et puis d'avoir cette expérience plus homogène. Parce qu'on a des clients qui sont des clients de solutions de différents pays. Et donc voilà, dans le passé, c'était des interfaces différentes, des formations du coup différentes, des accès login différents. Et donc nos clients disaient, c'est pas possible, moi ils sont perdus en termes d'expérience. Voilà, donc il y avait donc là aujourd'hui on en est là. Aujourd'hui on en est là, donc on est dans ce que j'appelle un produit plateforme, où on est tous ou quasiment tous dedans. Soit on y est, soit on est en train d'y aller cette année. Et l'idée c'est ça, c'est de pouvoir unifier et que ce soit un espèce de hub de tous les autres produits de la maison, pour que quand on est client et qu'on est abonné à plusieurs solutions, on puisse rebondir facilement de l'une à l'autre. Après, il y a une étape d'après qui est de pouvoir faire des liens entre des passerelles entre les produits. Est-ce qu'elles se parlent, c'est ça, Parce que voilà, aujourd'hui on a une solution logicielle, c'est pas aberrant de se dire que cette solution logicielle se nourrit des contenus de l'autre data. Donc on a des réflexions en ce sens. C'est assez facile à faire quand on est à l'échelle locale. Ça pose d'autres questions quand on essaye de faire cette réflexion avec des produits qui viennent d'ailleurs, sur lesquels on n'a pas forcément, en tout cas la roadmap n'est pas forcément dans nos mains à nous directement. Et donc là, ça demande une organisation. Et donc ça me amène sur la deuxième question par rapport à l'organisation marché internationale. Alors, c'est effectivement aujourd'hui le fait de faire une plateforme produit nous amène à travailler et à collaborer beaucoup plus ensemble. Jusqu'à avant, on était, chaque business unit finalement était un petit peu autonome, faisait ses produits avec ses moyens propres. Et donc c'était un peu siloté, même assez siloté. Le fait de faire ça, de fait, par nature, oblige les équipes produits France à travailler avec les équipes produits US, à travailler avec les équipes produits UK, etc. Par contre, ça demande de l'organisation. D'accord ? C'est-à-dire, aujourd'hui, pour être complètement transparent, on en est au début de l'histoire. Voilà, on a fait en sorte que technologiquement, déjà, on soit capable d'aller dans une plateforme commune, ce qui est pas mal, et qu'on puisse réutiliser des composants et que tout soit interopérable, etc. Maintenant, il y a à voir quelle organisation on peut mettre de manière globale pour qu'on puisse travailler efficacement les uns avec les autres, etc. Il y a plusieurs points auxquels qu'il faut avoir en tête quand on regarde une organisation comme ça. La première, c'est que de manière évidente, c'est le cas dans plein de secteurs, le marché aux États-Unis est beaucoup plus porteur et dynamique qu'à peu près partout ailleurs dans le monde. Nous, il y a un rapport quasi de 10 entre le marché France et le marché aux États-Unis sur la solution principale dont je vous parlais. C'est quasiment un rapport de 10. Donc on peut évidemment imaginer aisément que les équipes n'ont pas du tout la même taille non plus et n'ont pas les mêmes moyens, etc. Bien sûr. Donc lutter contre ça, honnêtement, ça sert à rien. Parce que si on est 5 d'un côté qui sont 50 en face, il faut assumer qu'ils iront plus loin, plus vite, etc. Il faut plutôt voir comment on peut profiter de ça. Deuxième, donc éviter ce genre de rapport de force qui est vite venu. Éviter ce genre de rapport de force, ou en tout cas d'avoir une forme de déprime locale, consistera à dire mais alors du coup on va être petits, donc c'est une aubaine pour nous. Et j'en viens même de dire tant mieux si dans les équipes dans le monde il y en a qui travaillent sur des composants de manière complètement dédiée. C'est du temps de gagner pour nous. Moi je prends l'exemple aujourd'hui, on a un composant d'authentification qui est centralisé, qui est géré en centrale par des équipes avec qui on l'exploiter. Tant mieux on aura, et puis on a bien plus de sécurité autour de ce composant parce qu'on a que de le faire chacun dans notre coin. Donc tant mieux, et puis c'est pas forcément là qu'on ira se démarquer sur nos marchés, donc tant mieux. Faut aussi le voir comme ça.
Le deuxième point, c'est les différences culturelles et les différences de fuseaux horaires. Voilà, il faut savoir aussi combiner ça, la communication, comment on organise de la communication. Donc il y a plein d'enjeux là sur lesquels on commence à apprendre, à travailler. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment sur quelle visibilité on se donne mutuellement, quelle communication on a au niveau product, pour se dire voilà comment les choses évoluent, c'est quoi demain, comment on peut contribuer, qu'est-ce qui sont les espaces qu'on va laisser aux États, en centrale ou ailleurs dans d'autres pays. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il faut qui demandent qu'à être organisées. Il y a un autre point, c'est que je parlais de différences culturelles. Nous, on est dans des espaces juridiques, d'accord. On n'applique pas le droit de la même manière. Exactement. Selon si on est des pays anglo-saxons ou pas. Déjà, première chose. On vient de se rendre compte parce que moi, je suis dans une zone qui s'appelle CMIA, donc je porte la France au niveau des produits, mais elle est dans une zone géographique plus large où dedans il y a 4 business units, dont l'Autriche. Et l'Autriche est un pays, ce qu'on appelle civil law comme nous, donc droit écrit. Et on se rend compte que même là, il y a des différences. C'est pas exactement, tout n'est pas pareil. Donc en fait, même au sein même d'un régime juridique donné, c'est pas nécessairement voilà tout ça. Donc il y a une vraie nécessité de transposition locale. Et ça, c'est une aubaine pour nous parce que si c'était du copier-coller, bah, ça serait un peu triste, très honnêtement, et l'organisation de produits aurait du mal à exister. Là, il y a une vraie aubaine pour nous. C'est-à-dire qu'il y a une vraie question de comment je réutilise des choses qui existent, et tant mieux si je peux le faire, et comment je fais en sorte que je génère toujours de l'impact en local, et comment ça se transpose dans mon espace juridique local, marché français. Donc ça, c'est important à voir. Il y a un autre point aussi, quand on travaille dans un groupe comme ça, c'est la réglementation. La réglementation n'est pas la même en fonction des pays, que ce soit le RGPD, entre notamment les États-Unis, quoique ça a beaucoup changé, évolué, mais c'est pas exactement géré de la même manière que sur les zones européennes. Il y a l'IA-Act qui commence aussi à arriver, etc. Il y a les problématiques de souveraineté, d'accord, qui se posent pas de la même manière en fonction des pays. Et puis il y a le Brexit, on a quitté en Angleterre, donc ça pose plein de questions qu'il faut prendre en compte, notamment sur la manière dont on va gérer et supporter nos coûts. Est-ce que ce sont des coûts redistribués, est-ce que ce sont des coûts plus locaux, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Comment on peut influer pour avoir aussi des régionalisations de composants qui ne sont pas prévus à la base comme ça, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que ça donne une dimension un peu plus large et ça ouvre aussi les yeux parfois à nos collègues américains sur le fait que tout n'est pas applicable, aussi homogénéisable partout pareil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils maintenant eux-mêmes comprennent, par exemple, les enjeux de régionalisation qu'ils n'avaient pas du tout anticipé au début. Donc ça, c'est intéressant et ça fait grandir le groupe dans son ensemble. Voilà, donc il y a un certain nombre de points comme ça qu'il faut faire, auxquels il faut faire attention. Moi, ce que je dis à mes équipes, c'est que même si, alors c'est vrai, cette année, on est dans un mode très, on va dans la plateforme groupe, dans les produits plateformes, etc. Donc on a l'impression que on fait beaucoup de delivery et même si on a remis de la démarche client, on a remis de la démarche produit intérieur, parce qu'on va aller chercher du feedback, on va faire les choses bien. Reste que quand même, c'est vrai qu'on est dans une situation un peu particulière. Moi, ce que je leur dis très souvent, c'est que à la fin, tout ça, c'est qu'un moyen. Ce qui va compter, nous, c'est de se recréer des espaces d'innovation locaux, de rester ancrés avec les besoins de nos marchés, de rester très proche de nos utilisateurs, de nos clients, pour voir où est-ce que demain on a besoin de se développer. En fait, le business, il est local. Ça paye en local. Donc si le business est local, le produit, la démarche produit, elle est nécessairement, une partie en tout cas, est nécessairement locale. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Si on rate cette marche-là, là ça peut être un peu embêtant pour nous parce que ça voudrait dire que du coup... on devient un produit déconnecté par rapport à... un produit déconnecté, et puis alors on a un job qui est beaucoup moins intéressant parce qu'on ne fait que répliquer des choses qui ont été pensées ailleurs, et c'est pas nécessairement ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de se dire qu'est-ce qu'on souhaite, où est-ce qu'on doit se développer. On a des enjeux de croissance, on a des enjeux de rétention, on a des enjeux business qui sont énormes, sur nos marchés. Où est-ce que sont les enjeux prioritaires, et en regard de ça, qu'est-ce qu'on peut s'il y a des choses qui existent qui peuvent nous faire gagner du temps, tant mieux. Voilà. Donc, il faut le voir comme ça. Il
faut pas avoir peur du groupe. Encore une fois, c'est plus une aubaine qu'autre chose. Aujourd'hui, dans 15 jours, on doit sortir en France un produit d'IA générative qu'on n'aurait jamais pu sortir si on n'avait pas été dans un groupe comme ça. Voilà. C'est juste, faut se le dire, les moyens qui ont été mis à disposition pour créer la plateforme, toute l'infrastructure, jamais on n'aurait pu le faire ni en France, ni à l'échelle de CMI. C'est parce qu'on est dans un groupe international qu'on peut faire ce genre de choses. Donc faut pas avoir peur de ça. Et puis il faut accepter de nager en eau trouble, hein. Des fois, c'est un peu... voilà, tout n'est pas calé, tout n'est pas... Encore une fois, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, tant qu'on est clair sur ce qu'on veut faire nous, en bout de chaîne, on s'y retrouve. Voilà, où est-ce qu'on veut générer notre impact, où est-ce qu'on veut servir nos... En fait, le reste, finalement, est presque moins important. C'est important, je ne suis pas en train de dire, évidemment, bien sûr qu'il faut... Mais c'est presque secondaire par rapport à nous, être clair sur là où on veut aller. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans un contexte comme celui-là, ça nous demande d'être beaucoup plus rigoureux. Parce que si on veut influer, du coup, il faut venir avec la data qui va bien, les bons arguments, moins de conviction, plus de faits appuyés. Donc ça nous demande d'être beaucoup plus carré, et ça va nous demander d'être beaucoup plus carré et d'être plus rigoureux dans notre approche. Donc c'est plutôt un mal pour un bien, mais voilà, il faut avoir conscience effectivement de ça. On aura du mal à influer auprès d'une roadmap, auprès de nos collègues américains, si on vient que avec des convictions, parce qu'on a vu 5 clients qui nous ont monté quelque chose. Ça, c'est... Localement, on peut avoir ce genre, on a déjà eu ce genre de situation-là, et ça peut s'entendre, même à la limite, pourquoi pas, mais à une échelle plus globale, si on veut vraiment influer pour commencer à... Voilà, il faut avoir conscience que... donc ça nous demande d'être un peu plus carré là-dessus. Ouais. Ok, chouette. Et tu m'as ouvert le sujet, moi je voulais qu'on finisse sur ce sujet-là. Tu disais, on est une entreprise qui manipule du contenu juridique. On sait, et je sais que vous êtes en plein dedans et tu l'évoquais, que l'IA générative vient transformer le monde du contenu au global. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, parce que je sais que vous avez justement les mains dans le cambouis depuis un petit moment, et je pense que du coup vous avez pratiqué cette matière de l'IA beaucoup plus que beaucoup d'acteurs, et vous avez déjà, j'imagine, appris plein de choses, et vous allez sortir plein de choses sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en parler, parce que je pense que ça va intéresser pas mal de monde. C'est une vraie aubaine pour nous, parce que en fait c'est une continuité de parcours, clairement, enfin en tout cas dans les use cases qu'on va livrer, il y en a un en particulier qu'on appelle la recherche conversationnelle. C'est exactement le prolongement de ce qu'on fait aujourd'hui dans nos outils, dans la solution de recherche juridique. Sauf qu'aujourd'hui on était un moteur de recherche, une liste de résultats, c'était plus sophistiqué que ça, mais néanmoins ça revenait à ça. L'IA générative change complètement le paradigme, nous permet de changer de paradigme, ça fait 2 ans qu'on rêvait de ça. Je parlais d'info-obésité, ça devenait de plus en plus compliqué de jouer sur des critères de pondération, de pertinence. Avec toute l'info qui voilà. Là, c'est extraordinaire pour nous, parce que ça permet de coller davantage avec le besoin, la problématique métier de nos clients, qui peuvent l'exprimer en fait comme s'ils parlaient à un collaborateur, et d'avoir des réponses sourcées et qui ne sont basées que sur nos contenus. Donc, ça fluidifie quelque part. Ça fluidifie complètement. Et ça remet l'expertise, la puissance de nos contenus au cœur de la valeur, ce qui est génial. Alors, l'IA générative, c'est pas magique. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est une force. Alors, technologiquement, c'est très puissant. Ça a des coûts. Mais ça a des coûts. Il faut des contenus en face, parce que si c'est pour prendre structuré. On fait du B2B, hein, donc si c'est pour aller mettre du chat GPT, très honnêtement, c'est pas possible. On est dans des espaces juridiques. Nous, notre métier, c'est aussi d'amener de la sécurité juridique. Donc voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc là, il faut qu'on ait une architecture qui nous permette de s'assurer que la connaissance, elle viendra que de nos contenus à nous. Ce qui est génial dans l'IA générative, pour nous, c'est qu'on l'utilise à l'amont et à l'aval. On l'utilise à l'amont pour comprendre la question de l'utilisateur et la capacité d'interagir. On a tous fait ça, c'est assez bluffant en fait. Oui, bien sûr. Et la capacité à rédiger une réponse. Tout ce qui est au milieu, ça n'a rien à voir. C'est juste nos contenus, c'est de la technologie de recherche un peu avancée.
enfin, même assez avancé, mais c'est nos contenus. Voilà. Et ça, on est un éditeur juridique, donc c'est un prolongement complètement naturel. Mais nous, on le voit bien aujourd'hui. Si on arrive à le faire, c'est parce qu'on a des moyens, je le disais tout à l'heure, au niveau de LexisNexis dans son ensemble. Je vous donne un exemple. LexisNexis, ça appartient à RELX. RELX investit 1,6 milliard de dollars par an dans l'innovation. C'est colossal. Donc, nous, on y met plusieurs millions, dizaines de millions. Donc, à l'échelle de LexisNexis, déjà, c'est... Voilà. Mais ça demande ces moyens-là. Ça demande ces moyens. Je vais juste vous donner, pour vous illustrer, quand LexisNexis a pris le virage de l'IA générative, donc c'était en octobre, il y a 1 an et demi maintenant, c'est quand ChatGPT est sorti 3, là, il est sorti en public, ils ont réfléchi 450 personnes et qu'ils ont dédié à travailler sur un produit d'IA générative. Il faut quand même pouvoir le faire. Voilà. Donc il faut des moyens, faut des moyens. Ça a des coûts aussi, des coûts récurrents. De stockage, d'entraînement. La technologie, ça tout le monde là. Donc j'allais dire, je passe, c'est pas le sujet. Mais il faut des contenus à mettre dedans. Parce que l'idée de l'IA générative, c'est d'amener de la productivité, c'est pas de remplacer l'humain et l'expertise humaine. Mais si on veut amener de la productivité, il faut pouvoir avoir quelque chose de fiable sur lequel on puisse s'appuyer. Donc il faut de la connaissance qui soit, on dit chez nous, qui fasse autorité. Bien sûr. Donc il faut ça. Et ça suffit pas. Il faut de l'expertise. L'expertise métier. Et ça, nous, c'est la chance aussi qu'on a, c'est que comme on est un éditeur, l'expertise métier, on a 110 experts juridiques chez nous en interne, parce que c'est toute l'équipe éditoriale chez nous, et on travaille avec un réseau de 8000 auteurs, qui sont des auteurs de renom, qui sont spécialistes dans leur matière. Et donc, c'est avec tout ce maillage d'expertise-là, et donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous, par contre, c'est que c'est la première fois, via l'IA générative, qu'on a fait travailler main dans la main des experts juridiques et des data scientists. Et qui travaillent au quotidien, qui travaillent main dans la main pour faire que le système réponde de manière qualitative. Donc, on peut faire des belles choses, mais à condition d'investir dans la structuration, la gestion de la connaissance. Les experts, du coup. Et dans l'expertise métier. Parce qu'en fait, pour avoir un système qualité, et genre, je peux vous dire, c'est un vrai retour d'expérience qu'on a, nous, déjà via les États-Unis, parce qu'ils sont en version commerciale depuis octobre dernier, donc ça va arriver là dans 15 jours. Mais on l'a vu avec les autres pays, il y a un travail de fond très important à faire pour déjà faire ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est-à-dire vraiment calibrer, faire en sorte que le système va répondre correctement. Parce que même en y mettant nos contenus, au début on a mis nos contenus, on a mis tout ça ensemble, on avait des taux d'hallucination, mais juste incroyables. Des incompréhensions, c'est incroyable. Donc il a fallu après vraiment faire des gros ajustements et aussi de savoir quel modèle prendre. Parce qu'en fonction des use cases, nous on ne prend pas les mêmes versions, les mêmes LLM. Les mêmes technos, ouais. Voilà, les performances ne sont pas les mêmes. Enfin, donc c'est très spécialisé et complètement agnostique. Aujourd'hui on a 8 versions différentes de LLM que vous exploitez. On exploite, voilà. Donc il faut pouvoir appréhender toute cette dimension-là et cette complexité-là. Et puis nous, on avait un sujet qui était de passage à l'échelle. Et aujourd'hui, peut-être pour conclure, la promesse pour l'utilisateur, on revient à la base du produit, l'utilisateur, le client, l'impact. Parce que c'est toujours difficile, je trouve, de se projeter sur la mesure d'impact de l'IA, mais je crois que vous avez bien avancé là-dessus. Nous, on a fait une étude aux États-Unis. Alors, ça vaut ce que ça vaut parce que ce sont des clients, enfin, ce sont des avocats en l'occurrence basés aux États-Unis. Donc, voilà, pratique de travail différentes, ça ne veut pas forcément dire que tout va être, voilà. Mais c'est plusieurs heures par semaine de gagner. Ils ont fait une moyenne, ils parlaient jusqu'à 11 heures. Alors, c'est dans les cas extrême de temps gagné en fonction de tous les use cases, etc. Mais en moyenne, c'est 4 à 5 heures par use case. Okay. On en a 4 aujourd'hui qu'on va livrer. Globalement, c'est de la recherche, c'est de la génération, c'est d'aide à la rédaction, c'est du résumé. Puis après, l'autre, c'est je viens de mettre un document et puis je peux lui poser des questions. Interagir avec un document. Interagir avec un document, mais côté client. Ouais. Donc, c'est 4 à 5 heures. Voilà. Donc, ça, c'est le gain de temps qui a été constaté aux États-Unis. Nous, on va le mesurer aussi, évidemment.
Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, il y a une vraie réception positive du marché sur ce que ça va permettre, sur l'ouverture que ça amène en termes de gains de productivité. Et nos clients, ils voient une vraie aubaine. En tout cas, nous, c'est un peu notre vision et on les incite à faire ça, c'est de profiter de ces gains-là pour aussi réinvestir dans le développement stratégique en fait de leur cabinet, dans la relation client, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit, enfin nous en tout cas c'est la conviction qu'on a, c'est de pouvoir monter en gamme et d'aider nos clients à être beaucoup plus qualitatifs à la fin. Et voilà. Et après, c'est classique partout, sur tout ce qu'on fait, on va mesurer les choses, on va mesurer par du feedback client les gains de productivité, on va mesurer les usages, et on va aussi être assez attentif à l'adoption de tout ça. Je parlais de change management, et je finirai là-dessus, c'est aussi vrai pour nos clients. Le change management, il va être important. Chez eux, bien sûr, et oui, parce des impacts énormes. En fonction de comment on prompte notre question, on n'a pas les mêmes résultats. On a eu des feedbacks là, la semaine dernière de clients qui nous disaient, parce on est en phase de bêta là, donc on a de bêta programme, donc on a embarqué quelques clients pour justement avoir du feedback avant l'ouverture. Et ils nous disaient, on se rend bien compte que sur certaines questions, en fait, si on n'est pas assez précis, on n'a pas exactement ce qu'on pensait avoir, et donc ils se rendent compte de l'impact que peut avoir la manière d'écrire en fait, de ce qu'on appelle le prompt, en fait, c'est la question de l'utilisateur. Et en fonction du contexte, de l'information, de la matière qu'on lui donne. Excellent. Il va falloir les apprendre à prompter bientôt. Et en fait, c'est exactement ça. Nous, on a un service d'aide à la de formation, d'aide à l'utilisation de nos produits. On a tout un programme justement pour les aider. Et on est en train même et je pense que ça, c'est si j'avais en tout cas, tous les acteurs qui veulent se lancer là-dedans, pensez à la formation et l'impact sur vos clients. Regardez pas que l'impact de votre produit, et regardez l'impact chez le client et sur change management que ça va lui demander. Comment l'accompagner là-dedans. Parce que ça pourrait être un challenge à l'adoption où ils n'adoptent pas parce qu'ils ne savent pas l'utiliser derrière. Ou l'exploiter avec le bon prompt. Le pire pour nous, ce serait que l'économique d'ailleurs soit convaincu et s'abonne. Et que l'utilisateur derrière ne l'exploite pas. N'arrive pas à l'exploiter. Ça serait catastrophique. Donc, c'est le gros défi du coup. Il y a une vraie question de formation et même, après ça c'est peut-être propre à chez nous, mais nous on a carrément aussi ce besoin à l'aval, à l'amont, qui est au niveau des étudiants. S'assurer que on soit formé dans l'enseignement juridique, on inclut aussi des formations sur l'IA, mais sur les principes aussi responsables liés à l'IA. Parce qu'on n'en parle pas là, mais il y a aussi des questions d'éthique, de responsabilité, de sécurité, il y a plein de questions. Du recul. Et d'ailleurs, l'expertise humaine fait partie de l'IA Act. C'est un des points de dire il faut que ce soit supervisé par les Et ça, il faudra des vrais garde-fous. Il faut des garde-fous, bien sûr. C'est important. Si on veut en fait, nous, dans l'organisation de produits, c'est aussi un leitmotiv, c'est la relation de confiance. Si on veut une relation de confiance sur nos produits, en particulier si on a de l'IA, il faut absolument avoir des garde-fous, pas être dans le syndrome de la boîte noire et pouvoir donner de l'assurance à nos clients sur le fait qu'ils peuvent vraiment pleinement exploiter ce que produit l'outil. Sinon, on a ce rapport de confiance s'effrite, et s'il s'effrite, on a tous les problèmes derrière d'usage, d'adoption, et ça peut aller même jusqu'à un impact de churn. Donc faut être assez vigilant. L'IA, c'est bien, mais il faut le manier avec une certaine prudence. Et encore une fois, dans ce rapport de confiance, c'est hyper important. Écoute Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci de m'avoir accordé ce temps d'échange. C'est très chouette. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et si vous avez des questions pour Jean-Pierre, ne faut pas hésiter. Les gens peuvent t'écrire, non? Tu es actif sur LinkedIn. Oui, bien sûr. Super. Si vous voulez voir tout ce que fait LexisNexis. On fait des super choses. Et voilà. Et on avance. C'est notre leitmotiv. Toujours ça, réinventer et d'avancer. Et voilà. Excellent. De nos erreurs. C'est top. Plein de beaux espoirs. Merci. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Au revoir.